concours de l'ENSAM pour l'année 2009. L'exercice 1, soit la fonction définie par f de x est égale à 1 plus x carré, l'exponentielle de x, pour tout x réel. Donc, affirmation, la courbe représentative de f est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. La question 2, soit g, la fonction définie par g de x égale à 2x moins 1 sur x plus 1, pour tout x appartenant à moins l'infini plus l'infini. C, c'est la courbe de g et A, le point d'abscisse 0. Donc, est-ce que la tangente AC en A a pour équation y est égal à 2x moins 1. La question 3, soit deux événements A et B. On suppose que la probabilité de A est de 0,4 et que la probabilité de l'événement A bar inter B est égale à 0,12. Affirmation, est-ce que la probabilité de B, sachant que A bar est réalisé, est égale à 0,2. La question 4, on lance 2 dés cubiques équilibrés et on lit la somme des résultats des faces supérieures. Affirmation, est-ce que la probabilité d'obtenir une somme égale à 5, elle est égale à 5 sur 36. La question 5, soit f et g de fonctions allant de 0,1 à r, continue et commute par composition, c'est-à-dire que f rond g est égal à g rond f. Donc l'affirmation, il existe un A appartenant à 0,1 tel que f de A égale à A. L'exercice 6, soit l'équation différentielle E. Y seconde moins 4y' plus 4y est égal à x carré plus 1, l'exponentielle de x. L'affirmation, est-ce que la fonction f, telle que f définie de r vers r par f de x est égal à x carré plus 4x plus 7 facteur de l'exponentielle de x, est une solution de E. Donc, on va commencer par l'exercice 1,1. On a f de x est égal à 1 plus x carré, l'exponentielle de x. Donc, la fonction f de x, elle est formée par deux fonctions, c'est-à-dire la fonction 1 plus x carré qui multiplie la fonction exponentielle. Donc, ça, elle est toujours positif, quel que soit x. Et ça, elle est encore positive, quel que soit x. C'est-à-dire que f de x, elle est supérieure à 0. D'où la courbe de f de x, elle est située sur l'axe des abscisses. Donc l'affirmation, il est vrai. Pour tout x appartenant à R, alors f de x il est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que la courbe représentative de f de x est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. La question 2. Donc pour trouver l'équation de la tangente qui s'écrit y moins y0 est égal à f' de x0, x moins x0, sachant que y c'est f de x et y0 c'est f de x0, il faut d'abord trouver f de 0, ici parce que a de coordonnées 0, et on va trouver encore f de x0, et trouver la dérivée au point x0. Donc cette fonction, elle est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, lorsqu'on remplace x par 0, on va trouver que g de 0 est égal à moins 1. Donc, a pour coordonnées 0 et moins 1. Donc, on va dériver cette fonction ici. On va trouver cette expression ici. Lorsqu'on remplace x par 0, on va trouver qu'il est égal à 3. Donc, en appliquant cette règle, on va trouver que l'équation de la tangente, si y est égal à 3x moins 1, qui est différent de 2x moins 1. Donc, cette affirmation, elle est fausse. Donc la tangente AC au point A de coordonnées 0 moins 1, c'est 3x moins 1 et non 2x moins 1. La question 3, on a P de A égale à 0,4 et on a P de A bar qui est égal à 1 moins P de A, donc c'est 1 moins 0,4, c'est 0,6.
Et on a P de A bar inter B est égal à 0,12. Donc, la probabilité conditionnelle de B, sachant que A est réalisé, il est donné par P de P, sachant que A est réalisé, est égal à P de A bar inter B sur P de A bar. C'est-à-dire égal à 0,12 sur 0,6 qui est égal à 0,2. Donc, cette affirmation, elle est vraie. La question 4. Lorsque deux dés cubiques équilibrés sont lancés, donc l'événement certain, c'est-à-dire cardinal de oméga, c'est 6 fois 6 qui est égal à 36. On a le couple XY de telle façon qu'on doit avoir 5, la somme est égale à 5. Donc, parmi les couples qui vérifient x plus y est égal à 5, on a 1, 4, on a 2, 3, on a 3, 2 et on a 4, 1. Donc, on a 4 issues favorables. Donc, ça c'est connu. Donc, la probabilité, c'est les cas favorables sur le cas qui est certain, c'est-à-dire 4 sur 36 est égal à 1 sur 9. On a ici 4 sur 36 et n'est pas 5 sur 36, donc cette affirmation, elle est fausse. La question 5, est-ce qu'il existe un A appartenant à 0,1 tel que f de A est égal à A? Donc, f et g, deux fonctions continues de l'intervalle 0,1 vers R, tel qu'ils commutent, c'est-à-dire f rond g est égal à g rond f. Donc, on va poser la fonction h de x qui est égale à f de x moins x. Cette fonction, elle est continue sur 0,1. On va calculer h de 0 et h de 1. On a h de 0, il est égal à f de 0. Et on a h de 1, il est égal à f de 1 moins 1. Donc, si f de 0 est égal à 0, ou bien f de 1 égale à 1, alors dans ce cas-là, h de 0 il est égal à 0 et h de 1 il est égal à 0. Donc l'affirmation est immédiatement vérifiée. Mais sinon, h de 0 il est positif et h de 1 il est négatif, ou bien inversement, ou bien c'est-à-dire c'est ça qui est négatif et ça c'est qui est positif. Donc ici, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire qu'il existe un A appartenant à 0,1 non inclus, tel que h de A égale à 0, c'est-à-dire f de x moins a égale à 0, c'est-à-dire que f de a égale à 0. Donc l'affirmation, elle est vraie. Donc il existe un a appartenant à 0,1 tel que f de a, elle est égale à a. La question 6, on a f de x est égal à cette expression ici. Pour savoir est-ce que f de x est une solution de l'équation E, il faut qu'on remplace y par cette expression. La dérivée, on dérive, on va la remplacer ici, puis on dérive une deuxième fois, on va la remplacer ici. Et voir est-ce qu'on peut trouver x carré plus 1 facteur de l'exponentielle de x. Donc on a f de x, donc ça c'est f de x, ça c'est f prime, ça c'est f seconde. Maintenant on remplace ici. Donc on va trouver que cette expression-là est égale à cette expression ici, c'est-à-dire que l'affirmation elle est vraie, c'est-à-dire que cette fonction c'est une solution de l'équation différentielle du second ordre.
L'exercice numéro 2. Donc, la question 1 montre que le polynôme P de x qui est égal à cosinus alpha plus x sinus alpha à la puissance n moins cosinus n alpha moins x sinus n alpha, il est divisible par x carré plus 1. Alpha appartenant à R et n appartenant à n. L'exercice 2, donner l'équation de la courbe définie par réel de 1 sur z est égal à 1 quart, avec z est égal à x plus y. La question 3, trouver l'ensemble des points du plan z est égal à x plus y. Petit a, le module de z est supérieur à 2 plus la partie imaginaire de z. Et la question B, c'est le module de z moins réel de z, il est inférieur ou égal à 0. La question 4, supposons que 2 ln de x moins 2y est égal à ln de x plus ln de y. Donc, calculer x sur y. La question 5, on définit la suite de fonctions. f0 de x est égal à 1 sur 1 moins x. fn de x est égal à f de 0 de fn moins 1 de x. Pour toute n supérieur ou égal à 1. Donc, calculer f d'indice 2009 de 2009. Donc, pour l'exercice 1, donc, on a P de x, il est égal à cette expression ici. Et on veut que cette expression ici, il est divisible par x carré plus 1. Donc, dire que P de x, il est divisé par x carré plus 1, il faut trouver les racines de x carré plus 1. Donc, x carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x moins i, facteur de x plus i égale à 0, c'est-à-dire x est égal à i, et x est égal à moins i. Donc, pour dire que ce polynôme, il est divisible par x carré plus 1, il faut que P de i et que P de moins i égale à 0, c'est-à-dire qu'elles sont des racines de ce polynôme ici. Donc, P de i, on remplace en appliquant ce qu'on appelle la formule de Moivre, on va trouver qu'elle est égale à 0, ainsi que P de moins i, c'est-à-dire que ce polynôme, il est divisible par x carré plus 1. La question 2, donner l'équation de la courbe définie par réel de 1 sur z est égal à 1 quart. Donc, on a z est égal à x plus y. Donc, l'inverse, c'est 1 sur x plus y. On multiplie par le conjugué, on va trouver cette expression ici. C'est-à-dire le réel ici de 1 sur z, c'est cette expression ici. Donc, celle-là est égale à 1 quart. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, ceci nous donne cette équation ici. Donc, on va le reformuler pour le rendre sous cette forme ici. Donc ça, c'est l'équation du cercle de centre 2, 0 et de rayon 2. Ça, c'est O. La question 3, trouver l'ensemble des points du plan Z égale à x plus y qui appartenant à C dans les cas suivants. Donc si Z est supérieur strictement à 2 plus imaginaire de Z. Donc si on a Z est égal à x plus y, alors imaginaire de Z c'est y. Donc Z supérieur strictement à 2 plus imaginaire de Z, cela signifie que x plus y est supérieur à 2 plus y. C'est-à-dire on a cette expression ici, donc ça c'est 0 plus 0i. Donc, pour comparer ces deux termes complexes, donc on compare les réels et les imaginaires, c'est-à-dire cette partie-là, elle est supérieure à 0, et celle-là, elle est supérieure à 0. Cela s'exprime par y supérieur à 0, et y est inférieur strictement x moins 2. Donc, l'ensemble des points, c'est
y compris entre 0 et x moins 2. C'est-à-dire que ça, c'est la droite x moins 2, donc et y positif. C'est-à-dire que c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, il faut éliminer. La question B, on a le module de z moins réel de z, il est inférieur ou égal à 0. Donc le module, puisque z est égal à x plus y, donc le module au carré, c'est x carré plus y carré. C'est-à-dire le module, c'est racine carrée. Et le réel de z, c'est x. Donc cette expression inférieure ou égale à 0, son trait, donc il est équivalent à cette écriture ici. Donc on va enlever ça au carré, donc il est inférieur à ça au carré. Donc il reste y au carré inférieur ou égal à 0. Donc y carré inférieur ou égal à 0 n'est vrai que si y est égal à 0, car ça c'est un terme qui est positif. Donc l'ensemble des points et z est supérieur ou égal à 0. Donc y elle est égal à 0. Donc il reste tout simplement cette partie-là. Donc c'est z est supérieur ou égal à 0. La question 4, on a 2 ln de x moins 2y est égal à ln de x plus ln de y. Donc d'abord, il faut trouver le domaine de définition. Donc il faut que x moins 2y soit supérieur strictement à 0. Donc ceci s'explique par x moins 2y, il est supérieur strictement à 0. Donc on va essayer d'utiliser cette expression-là ou bien cette condition à la fin. Donc ce qu'on veut, c'est calculer x sur y. Donc cette expression ici, elle est équivalente à celle-là. C'est-à-dire on va prendre le 2, on va la mettre ici. On a ln est égal à ln, donc on supprime les ln, il reste cette expression ici est égale à celle-là. Donc, après développement, on aura cette écriture. Et celle-là, c'est équivalent à cette écriture. C'est-à-dire x moins 4y égale à 0, ou bien x moins y égale à 0. C'est-à-dire x égale à 4y, ou bien x égale à y. Donc, si x est égal à 4y, alors x sur y est égal à 4. Et si x est égal à y, alors x sur y est égal à 1. Or, si on prend x égale à y, on aura donc x moins 12y ici, et est égal à moins y, et moins y, c'est pas positif. Donc, il faut éliminer cette solution. Elle reste tout simplement x sur y, elle est égale à 4. Car x est égal à 4y, et ici 4y moins 12y, c'est 2y, donc ça marche. Donc la solution, c'est x sur y est égal à 4. La question 5, on a la fonction f d'indice 0 de x est égal à 1 sur 1 moins x. Et la fonction f d'indice n de x est égal à f0 composée avec n d'indice moins 1 de x. Donc on veut calculer f d'indice 2009 de 2009. Donc on a f0 de x est égal à 1 sur 1 moins x. Donc il faut trouver le f1, le f2, le f3 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ce qu'on appelle la période. Donc f1 de x, c'est f0 de x, puisqu'ici c'est n moins 1. Donc c'est f0 de 1 sur 1 moins x. Donc f0 de 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins 1 sur x, donc est égal à x moins 1 sur x. f2, c'est f0 de f de 1 de x. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à x. Et f3, c'est f0 de f2. Donc est égal à 1 sur 1 moins x. Dans ce cas-là, on va trouver que f de 3, elle est égale à f de 0. Donc cela signifie que la fonction, elle est périodique de période 3. Et comme le rond de 2009, donc, puisque la période est 3, donc ceci, on va la rendre modulo 3.
Donc 2009 divisé par 3, ça nous donne 669 et il reste 2. Donc le reste, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que 2009, il est congru à 2 modulo 3. C'est-à-dire que f 2009 de x, elle est égale à f2 de x. Et f2 de x, c'est x. C'est-à-dire, si on remplace x par 2009, on va trouver que f de 2009, elle est égale à 2009. L'exercice 3. Donc, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini des suites suivantes. Donc, un est égal à cosinus de n sur n. un est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine carrée de n au carré plus 2k. Cun est égal à 1 plus 1 demi sinus de n, le tout à la puissance 1 sur n. D un est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, facteur de k plus 1. Le E, on a U0 est égal à 1 et on a la suite récurrente UN plus 1 est égal à UN sur UN au carré plus 1. Pour n, un élément de n. F U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN, l'exponentielle de moins UN. Pour n appartenante à n. Donc, UN est égal à cosinus de n sur n. Donc ça c'est facile, tout simplement, il faut encadrer cosinus de n entre moins 1 et 1. Donc on sait que la valeur absolue de cosinus de n elle est inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire que cosinus de n il est compris entre moins 1 et 1. On va diviser par n parce que n c'est un élément de n, donc c'est positif. Donc on aura cette expression ici. Donc limite quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc elle est encadrée entre deux valeurs égales à 0. Donc elle tend vers 0. Donc, concernant UN est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au k égale à n de 1 sur racine carrée de n au carré plus 2k. Donc, on va utiliser ici deux méthodes. Donc, la méthode classique, puis on va utiliser ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann. Sous cette expression ici, c'est-à-dire que n au carré plus 2k, il est compris entre n au carré plus 2 et n au carré plus 2n.
Donc l'inverse, donc c'est l'inverse, puis la somme, donc la somme de ce terme ici, puisque ça ce sont des n, donc la somme de 1, ça nous donne n, et la somme ici, ça nous donne n, et ça c'est la somme. Donc lorsqu'on passe à la limite, donc limite de cette expression, ça c'est 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est 1, et ça c'est 1. Donc la limite ici, elle tend vers 1. Donc ça c'est la méthode classique. Donc l'autre méthode, elle est basée sur ce qu'on appelle la intégrale de Riemann, ou bien la somme de Riemann. Donc on a cette expression ici. Avec K, il décrit les intervalles de 1 jusqu'au n. Donc, en additionnant les n termes, chacun décroissant lorsque n tend vers plus l'infini. On cherche la limite de cette somme quand n tend vers plus l'infini. Donc l'idée, elle vient de formuler l'expression ici. C'est-à-dire que rendre cette expression ici, elle est égale à la somme de k égale à 1 jusqu'au k égale à n de f de k sur n qui multiplie 1 sur n. C'est-à-dire qu'on veut transformer cette écriture ici. Donc ceci c'est facile. Donc on va poser xk est égal à k sur n. Lorsque k décrit de 1 jusqu'au n, alors xk est appartenant à 0 et 1. Donc lorsque on dit xk est égal à k sur n, c'est-à-dire que k est égal à n fois xk. Donc 1 sur racine carrée de n carré plus 2k, ça s'écrit, on remplace le k par ce terme ici, puis on va sortir le n au carré, c'est-à-dire racine de n au carré, c'est n. Ici, il reste 1 plus 2 xk sur n. Donc, cette somme, elle devient cette somme. On va sortir le n ici, on a cette expression ici. Elle est de la même forme que cette expression ici. Donc ça, elle ressemble à ce qu'on appelle la somme de Riemann. Donc ça s'appelle la somme de Riemann. Donc la somme de Riemann, elle se transforme en intégrale. On a ici, cette écriture ici, elle est semblable à 0 jusqu'à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus 2x d de x. Donc on va nommer xk sur n, c'est nx. Donc ça, c'est tout simplement, ça c'est la formule générale. Mais ce qu'on va utiliser nous, c'est, puisqu'on a cette expression ici. Donc, on a cette fonction ici, c'est-à-dire 2k sur n. Et donc la somme ici, elle est égale à cette somme, est égale à celle-là. Donc ceci, c'est 0 jusqu'au 1, c'est racine de 1 plus 0 ici, d de x. C'est-à-dire que lorsque 1 tend vers plus l'infini, k sur n elle tend vers 0. Donc ceci, cela donne tout simplement l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de d de x qui donne 1. D'où limite quand 1 tend vers plus l'infini de un, qui est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur racine carrée de n au carré plus 2k, elle est égale à 1. Donc ça, c'est pas la racine énième, ça c'est n qui multiplie la racine carrée. C'est-à-dire on va sortir le n ici, on va sortir n au carré. La racine de n au carré, c'est n.
Ça n'a rien à voir avec racine unième ici. Ça, c'est n qui est multiplié. Oui, je vais le faire sortir ici. Donc, soit un est égal à 1 plus 1 demi sinus de n à la puissance 1 sur n. Donc, comme on a a à la puissance x est égal à e de x ln de a, donc cette forme se transforme en cette forme ici. Et puisque sinus de n est compris entre moins 1 et 1, donc on va encadrer ce terme ici. On trouve donc ce terme ici. Puisque ça c'est moins 3,5, donc c'est la valeur absolue. On va faire entrer le logarithme, donc logarithme de cette partie-là. Puis on va diviser par n. Donc on aura cette expression ici, c'est-à-dire que donc limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression ici, si limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression ici. Ça tend vers 0. Donc en faisant abstraction à cette écriture, parce que le ln de cette partie-là, il est déjà positif. C'est-à-dire c'est comme si ici c'est la valeur absolue. C'est-à-dire ça tend vers 0. Soit qu'on raisonne comme ça, ou bien on va écrire ici, malgré qu'il n'y a pas ici de valeur absolue, donc on peut l'écrire cette partie-là, entre cette partie-là et cette partie-là. Car au voisinage de l'infini, c'est la fonction n qui l'emporte sur la fonction ln. Donc, ceci, ça tend vers 0. Donc, si ça tend vers 0, donc on aura donc l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Dès on a la un est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 1 sur k facteur de k plus 1. Donc, il faut transformer cette écriture ici. Donc, 1 sur k facteur de k plus 1, c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, la somme ici, c'est la somme de ce terme ici, plus la somme de ce terme ici. C'est-à-dire ça nous donne, lorsqu'on remplace par 1, ça c'est 1, ça c'est moins 1 demi, plus 1 demi, moins 1 tiers, et ainsi de suite. Donc après simplification, il reste tout simplement le premier terme et le dernier terme. Lorsque 1 tend vers plus infini, ceci ça tend vers 0, donc il reste 1. On a U0 est égal à 1 et on a la suite récurrente. UN plus 1 est égal à UN sur UN au carré plus 1. Donc, montrez d'abord que UN elle est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire que UN elle est minorée par 0. Donc, puisqu'on a U0 est égal à 1, donc ce qu'on appelle initialisation, donc on suppose que UN est supérieur à 0, et par hérédité, il faut montrer que UN plus 1 elle est supérieur à 0. Donc, puisque ça s'écrit UN sur UN au carré plus 1, donc ce terme il est positif, ça c'est positif puisque c'est un carré, plus 1, donc ceci il est positif. Donc, quel que soit N appartenant à N, alors UN elle est supérieur à 0. Donc, si elle est supérieure à 0, c'est-à-dire qu'il est minoré, il faut qu'on montre qu'elle est décroissante. Donc, pour cela, il faut calculer la différence. Donc, on a ce terme ici, moins ceci, donc c'est du calcul ici, donc UN, comme ça, puisque ça, donc ça c'est positif. Donc, après réduction au même dénominateur, on aura cette expression ici.
Donc ça c'est positif. UN positif, donc avec le moins c'est négatif. Donc ceci, elle est inférieure à 0, c'est-à-dire que la suite, elle est décroissante. Donc puisqu'elle est décroissante, imménorée, donc elle est convergente. Donc elle converge vers une limite L qui est supérieure ou égale à 0. Donc ici, on va remplacer ça par L, ça par L, ça par L au carré plus 1. Donc on aura cette équation ici. Donc après calcul, on aura donc L à la puissance 3 égale à 0. Et puisque L au carré plus 1, elle est différente de 0, car L est supérieure ou égale à 0. Donc tout simplement, L est égale à 0, d'où limite quand 1 tend vers plus infini de UN, elle est égale à 0. L'exercice F, on a U0 est égal à 1 et on a la suite récurrente. UN plus 1 est égal à UN, l'exponentielle de moins UN. Donc montrons que UN elle est supérieure à 0, parce que pourquoi on dit UN, pourquoi on prend UN, il est supérieur à 0, parce qu'on s'inspire que U0 elle est déjà positif. Donc ça c'est positif, donc U0 est égal à 1, il est supérieur à 0, donc il faut montrer que UN elle est supérieure à 0. Donc ceci, donc c'est ce qu'on appelle initialisation. Donc l'hérédité, donc il faut montrer que ceci est supérieur à 0. Donc on sait que l'exponentielle, c'est toujours il est positif. Donc ça ne pose pas de problème avec UN. La supposition de récurrence, elle est positive, donc ceci, elle est positive. Donc c'est-à-dire que UN, elle est minorée par 0. Donc maintenant, montrons que UN, elle est décroissante. Donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le rapport. On aura UN plus 1 sur UN. Donc ceci, ça nous donne E, l'exponentielle de moins UN. Et puisque l'exponentielle de moins UN, elle est inférieure à 1 pour UN supérieur à 0, parce que ça se voit ici. On a UN supérieur à 0, donc moins UN, elle est inférieure à 0. Donc l'exponentielle de moins UN, elle est inférieure à l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ceci, il est inférieur à 1, c'est-à-dire ce terme ici, il est inférieur à 1. Autrement dit, UN plus 1, il est inférieur à UN. C'est-à-dire UN plus 1 moins UN, il est négatif. C'est-à-dire que la suite, elle est décroissante. Donc, puisqu'elle est minorée et elle est décroissante, donc elle est convergente. Elle converge vers une limite qui est supérieure à 0. Donc, il faut maintenant résoudre cette équation ici. On a L est égal à L, l'exponentielle de moins L. Donc, on va remplacer limite quand 1 tend vers plus infini de UN et UN plus 1 par L. Donc, si L, il est positif, donc on va diviser C par L, parce que L est strictement positive. Donc on aura donc 1 est égal à l'exponentielle de moins L. Donc en passant au logarithme, donc on aura donc L elle est égale à 0. Ça, c'est une contradiction avec L supérieur à 0. Donc L elle est égale à 0. Donc la limite ici, UN, elle est égale à 0. Donc à la limite, elle est égale à 0. À la limite, elle est égale à 0.
Donc ça, c'est tout simplement facultatif, cette partie-là. C'est ce qu'on appelle la somme de Riemann, ça, c'est facultatif normalement. Donc la démonstration, c'est ici. Donc ça, c'est une autre démonstration ici. Donc ici, si n tend vers plus infini, ce terme tend vers 0. Ici, k est égal à 1, donc ceci est égal à 1. C'est-à-dire que xk appartenant à 0,1 lorsque k décrit l'intervalle allant de 1 jusqu'au n. Donc concernant ici cette condition, L elle est supérieure à 0, c'est-à-dire pour diviser ici sur L, simplement pour faire la division. Mais à la limite, ici UN elle tend vers 0. Donc si L égale à 0, il faut qu'on vérifie ici. C'est L égale à 0, donc ce terme est égal à 0. Et c'est L égale à 0, donc ça c'est 0, l'exponentielle de 0, donc ça nous donne 0. Donc 0 égale à 0, c'est-à-dire que 0 c'est une solution de cette équation ici, et par suite cette limite elle est égale à 0.
l'exercice 4, donc soit l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus de 2x sinus de x d de x, b l'intégrale de 0 jusqu'au 1 du x arc tangent du x d de x, et c l'intégrale de 1 jusqu'au 3 de racine carrée de x sur racine carrée de 1 plus x d de x. Donc le premier intégral, donc on sait que cosinus de 2x il est égal à cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc on va la remplacer ici. Donc on va enlever ces parenthèses, c'est-à-dire cosinus carré de x sinus de x moins sinus à la puissance 3 de x. Donc l'intégrale ici, ça devient l'intégrale du premier terme avec l'intégrale du second terme. Donc pour le premier terme, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser u est égal à cosinus de x, c'est-à-dire que d de u est égal à moins sinus de x d de x. Donc on va changer les bornes. Donc quand x est égal à 0, le u il est égal à 1. Et quand le x il est égal à pi sur 2, le u il est égal à 0. C'est-à-dire cette intégrale, elle devient cette intégrale. Donc ceci c'est facile, c'est tout simplement ça, c'est moins u3 sur 3 entre les bornes 1 et 0, ça nous donne 1 tiers. Donc le premier intégral, ça nous donne 1 tiers. Le second intégral, c'est-à-dire l'intégrale de sinus à la puissance 3 du x. Donc ça, sinus cubique, c'est sinus carré qui multiplie sinus du x. Sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Donc l'intégrale ici, ça devient l'intégrale de sinus du x fois 1 moins l'intégrale de sinus du x fois cosinus carré de x. Donc le premier terme, ça c'est facile, c'est tout simplement moins cosinus de x entre 0 et pi sur 2, ça nous donne 1. Et pour le second terme, c'est-à-dire ça, on va faire un changement de variable, comme pour la première. On va poser u est égal à cosinus de x, c'est-à-dire du est égal à moins sinus de x. Et, c'est-à-dire on va changer les bornes comme avant, on aura donc est égal à 1 tiers. Donc cette intégrale est égale à 1 moins 1 tiers est égal à 2 tiers. Donc l'intégrale de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus de 2x sinus x d de x, il est égal à 1 tiers moins 2 tiers qui est égal à moins 1 tiers. Donc pour l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 du x arc tangent du x. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'intégration par partie. Donc on va poser u est égal à arc tangent de x. Donc d de u est égal à 1 sur 1 plus x carré d de x. On va poser d de v est égal à x, c'est-à-dire que v est égal à x carré sur 2. Donc on a uv, c'est-à-dire cette partie-là entre 0 et 1 moins l'intégrale ici. Donc ça, on va remplacer x par 1 et par 0. Et ça, c'est tout simplement x carré. On va ajouter un 1 et on va retrancher un moins 1. Donc ceci, ça c'est du calcul. Ça nous donne tout simplement pi sur 8. Et on a ici le 1 demi. On a ici le 1 demi. Ça nous donne x carré plus 1 sur 1 plus x carré, c'est 1, c'est-à-dire d de x. Et il reste moins 1 sur 1 plus x carré. Donc ça c'est facile. Donc ça c'est un x entre 0 et 1. Et ça c'est arc tangent de x entre 0 et 1. Donc tout calcul fait, on trouve, il est égal à pi sur 4 moins 1 demi. Donc c'est du calcul, c'est tout. C'est du calcul. Ça, c'est plus difficile. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'au 3 de racine carrée de x sur 1 sur racine carrée de 1 plus x. Donc, il y a trop de changements de variables. Donc, on va poser u est égal à racine carrée de 1 plus x. C'est-à-dire que x est égal à u au carré moins 1. C'est-à-dire que d de x est égal à 2u d de u. On a donc racine de x, il est égal à racine de u au carré moins 1.
Donc lorsque x est égal à 1, le u il est égal à racine de 2. Et lorsque x est égal à 3, ceci est égal à 2. Donc cette intégrale, elle se transforme en cette intégrale ici. Maintenant, on va poser u est égal à 1 sur cosinus θ. Donc d de u, elle est égale à sinus de θ sur cosinus de θ au carré. Donc c'est la dérivée ici, c'est d de cosinus de θ sur cosinus carré. Et d de cosinus, c'est moins sinus. Avec le moins, ça nous donne un sinus. Donc ceci, c'est sinus θ sur cosinus θ qui multiplie 1 sur cosinus θ. Sinus θ sur cosinus θ, c'est tangente θ. Donc on aura cette forme ici. Donc u au carré moins 1. Donc si on prend ce terme-là, moins 1, ça nous donne ce terme-là. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc on sait que 1 moins cos carré, c'est sinus carré. Sur cos carré, ça nous donne un tangente carré. C'est-à-dire la racine carrée, c'est tangente. Donc lorsque u est égal à racine de 2, alors 1 sur cosinus de θ, elle est égale à racine de 2, c'est-à-dire θ est égal à pi sur 4. Et si u est égal à 2, alors 1 sur cosinus de θ est égal à 2, c'est-à-dire cosinus de θ est égal à 1 demi, c'est-à-dire θ est égal à pi sur 3. Donc l'intégrale ici se transforme en cette écriture ici. C'est-à-dire cette intégrale en u se transforme en intégration dont la variable c'est θ. Donc on sait que tangente carré θ plus 1 est égal à 1 sur cosinus carré. C'est-à-dire que tangente carré de θ est égal à 1 sur cosinus carré de θ moins 1. Donc on va la remplacer ici. Donc on aura ici donc 1 sur cosinus carré avec le cosinus, ça nous donne cos puissance 3, moins 1 sur cosinus θ. C'est-à-dire on va travailler avec cette partie, et cette partie-là, on va tout simplement essayer de faire une déduction. C'est-à-dire on s'intéresse à cette partie-là. Donc l'intégrale de cette partie ici, ça c'est 1 sur cos carré qui multiplie 1 sur cosinus θ. Donc ça, c'est ça. Donc posons oméga est égal à 1 sur cosinus θ. Donc d de oméga, c'est sinus de θ sur cos carré θ dθ. Posons d de z est égal à 1 sur cos carré θ dθ. Donc z, elle est égale à tangente θ, c'est-à-dire la dérivée, ça nous donne ce terme ici. C'est parce qu'on veut trouver cette intégrale ici. Donc c'est tout simplement, c'est une intégration par partie de cette intégrale ici. Donc ceci nous donne uv, c'est-à-dire w avec le z, compris entre pi sur 3 et pi sur 4, moins cette partie ici. Donc ceci c'est facile, donc puisque sinus carré de θ est égal à 1 moins cosinus carré de θ, donc ceci, ça nous donne ce terme ici, moins 2, 1 sur cosinus cubique de θ dθ, plus ce terme ici. Donc ce terme ici, il va être éliminé avec le terme ici. Donc tout simplement, c'est du calcul. Donc ça, c'est le calcul. Donc on va trouver que ceci, elle nous donne cette écriture. Et ça, c'est facile. Tout simplement, on va remplacer θ par pi sur 3 et pi sur 4. On va trouver qu'il est égal à 8 sur racine de 3, c'est-à-dire 8 racine de 3 sur 3. Donc l'intégrale ici, elle est égale à 8 racine de 3 sur 3.
Donc l'exercice 5, on considère l'équation 1 définie par x à la puissance n plus y à la puissance n, elle est égale à z à la puissance n, avec n pair et xy impair. Donc la question numéro 1, trouver les carrés de z. Voici les définitions, c'est-à-dire que a appartenant à z et b appartenant à z, donc b au carré, elle est congrue à a modulo 8c. La question numéro 2 montre que si x, y, z appartenant à n à la puissance 3 est solution de cette équation ici, alors x carré est congru à 1 modulo 8, y carré est congru à 1 modulo 8. On déduit que xn est congru à 1 modulo 8 et yn est congru à 1 modulo 8. La question 3, on déduit que l'équation 1 n'a pas de solution pour n pair et xy impair. Donc voici la réponse de la question 1. Donc c'est tout simplement parce que ça c'est la définition, donc z congru à, donc z sur 8z, c'est l'écriture, c'est-à-dire on a 8c. 8 c'est ce qu'on appelle les classes résiduelles. Les classes résiduelles de modulo 8 sont 0 jusqu'au 7. Donc on va prendre ces valeurs ici et on va voir leur carré. Donc calculons le carré de chaque classe, modulo 8, c'est-à-dire les classes ici. Donc 0 au carré, elle est congrue à 0 modulo 8. 1 au carré, elle est congrue à 1 modulo 8. 2 au carré, c'est 4. C'est-à-dire, elle est congrue à 4 modulo 8. 3 au carré, c'est 9. Et 9, c'est tout simplement, c'est 4 fois 2 plus 1. C'est-à-dire, c'est 1 modulo 8. 4 au carré, c'est 16. C'est-à-dire, c'est 2 fois 8, c'est 0. Donc, le reste, c'est 0. Ça, ce sont les restes. Ça, ce sont les restes, il faut voir. Donc 4 au carré, c'est 16. Donc 16, c'est 2 fois 8, c'est-à-dire il ne nous reste rien. 5 au carré, c'est 25. Et 25, c'est 3 fois 8 plus 1. Donc il reste 1. 6 au carré, c'est 36. Donc c'est 4 fois 8, 32, et il reste 4. 7 au carré, c'est 49. 49, c'est 6 fois 8, 48, plus 1, 1. Donc il reste 1, 1. Si on voit ces restes ici, on voit que les résultats, tout simplement, sont les 0, les 1 et les 4. Donc les carrés de dont z, c'est-à-dire par rapport à 8z, sont 0, 1 et 4. Ça, c'est ce qu'on appelle les restes. Donc les restes de z par 8z. Donc c'est 0, 1, 4. Donc, voici la réponse. La question 2. Donc on a, ça c'est l'équation 1. Ils ont dit que x carré est congru à 1 modulo 8, et y carré est congru à 1 modulo 8. Donc, on en déduit donc, puisqu'ils nous ont dit que in elle est paire, et xy elle est impaire. C'est-à-dire que x à la puissance n, puisque ça c'est paire, c'est-à-dire x à la puissance n, elle est congrue à y à la puissance n est congrue à 1. C'est ça ce qu'on veut montrer. Donc, supposons que x, y sont impairs. Ça, c'est tout simplement, ça, c'est l'hypothèse. Donc, tous les nombres impairs modulo 8 sont congrus à 1, 3, 5, 7. Donc, d'après ce qui précède, les nombres impairs sont 1, 3, 5 et 7. Donc, si on prend les carrés, c'est-à-dire 1 au carré, c'est 1. Donc c'est 1 modulo 8. 3 au carré, c'est 9, c'est-à-dire c'est 1 modulo 8. 5 au carré, c'est 25, c'est-à-dire c'est 1 modulo 8. 7 au carré, c'est 49, c'est 1 modulo 8. Donc, n et les paires est égal à 2k, c'est-à-dire xn est égal à x à la puissance 2k. Donc x à la puissance 2k, ça s'écrit x au carré à la puissance k. Puisque x au carré, elle est congrue à 1, donc ceci se traduit par x de k, elle est congrue à 1 à la puissance k, c'est-à-dire 1. Autrement dit, yn, elle est congrue à 1. Et xn, elle est congrue à
1. C'est-à-dire que xn et yn sont congrus à 1. Donc la conclusion c'est ça. Donc x carré il est congru à 1 modulo 8, y carré est congru à 1 modulo 8, et x à la puissance n il est congru à y à la puissance n il est congru à 1. La question 3. Donc, ça, c'est l'équation 1. Donc, on veut montrer que cette équation n'a pas de solution. Donc, on a cette équation. Donc, on sait, d'après le 2, que x à la puissance n, il est congru à 1 modulo 8, ainsi que y à la puissance n. Donc, la somme, il est congru à 2 modulo 8. D'autre part, Zn doit être également un carré de modulo 8, car Z, c'est un nombre naturel. Donc, mais les seuls carrés modulo 8 sont 0, 1, 4. Donc, ce qui précède ici, c'est 0, 1, 4. Donc, aucun de ces valeurs ne peut être congru à 2 modulo 8. C'est-à-dire que, parce qu'on a xn plus yn, elle est congrue à 2 modulo 8. Donc, ne peut correspondre à un carré de modulo 8. Donc, c'est ça ce qu'on a trouvé, mais ça n'a rien à voir avec le 2 modulo 8. Et par conséquent, cette équation n'a pas de solution pour n pair et xy impair. Donc l'exercice 6, on considère l'ensemble des fonctions f allant de R vers R, tel que f de x, y plus f de y est égal à y plus f de x, le tout au carré, pour tout x, y appartenant à R. Donc la première question montrait que f est bijective, que f de moins x est égal à moins f de x et que f de 0 est égal à 0. La deuxième question montrait que f préserve le signe, c'est-à-dire si x positif, f de x reste positif, si x négatif, alors f de x reste négatif. La troisième question montrait que pour tout x supérieur strictement à 0, alors f de x moins f de x est égal à moins x moins f de x. Donc la question 4, on déduit que pour tout x appartenant à R, alors f de x il est égal à x.
Donc, la question 1, pour montrer que f est bijective, il suffit de montrer qu'elle est surjective et qu'elle est injective. Donc, on va prendre x égale à 0, on va garder le y. Donc, on aura cette allure. Donc, ça s'appelle les équations fonctionnelles. Parce que ici, la variable, c'est une fonction. C'est pas 10x. Donc, si on remplace x par 0, on va trouver cette expression ici. Donc, si on pose z égale à f de y, alors on aura f de z est égal à y plus f de 0 au carré. Donc, ça, c'est une constante. C'est-à-dire que f de z, elle est égale à w comme ça. Parce que la surjectivité, c'est quoi? C'est tout simplement, si on a deux ensembles E et F, avec la fonction F, donc si on a ici un X, ici un Y, alors, quel que soit Y appartenant à F, il existe un X appartenant à E, tel que Y est égal à F de X. Donc, ici, c'est tout simplement, quel que soit un W qui est égal à y plus f de 0 au carré, qui appartient à R ici, parce que la fonction elle est de R vers R. Donc il existe un Z qui appartient à R, tel que f de Z, elle est égale à W. Ça, on peut la noter est égale à 2W. Donc la fonction, elle est surjective. Donc pour montrer qu'elle est injective, si on a f de A est égal à f de B, alors il faut que A soit égal à B. Donc on a cette fonction ici. Donc si on remplace y par A, en gardant le x, on a cette forme ici. Et si on remplace y par B, on aura cette forme ici. Donc cette fonction, elle est égale à cette fonction. C'est-à-dire que a plus f de x au carré est égal à b plus f de x au carré. On simplifie par f de x au carré, elle reste a est égal à b. C'est-à-dire que f, elle est injective. Donc, puisqu'elle est surjective et injective, donc f, elle est bijective. Donc, montrons que f de 0 est égal à 0. Donc, on va remplacer le x et le y dans cette fonction par 0. On aura donc f de 0 est égal à f de 0 au carré. Donc, on pose y est égal à 0 dans cette équation ici. On va garder le x. On trouve cette forme ici. Donc, si on dit que f de 0 il est différent de 0, donc on pose ici x égale à 0. On aura donc f de 0 est égal à f de 0 au carré. C'est cette expression ici. Mais cette écriture, elle est contredite à une contradiction avec la bijectivité de f. Parce que f, elle est bijective, c'est-à-dire qu'elle est injective et surjective. Ça ne reflète ni l'injectivité ni la surjectivité. Donc, elle est en contradiction avec f bijective. D'où f de 0 n'est pas différent de 0, c'est-à-dire qu'il est égal à 0. Montrons que f de moins x est égal à moins f de x. Donc, dans cette équation ici, on va poser y est égal à 0. On va garder le x. On aura cette forme ici. Donc, maintenant, on va prendre cette équation ici. On va remplacer x par 0 et y par moins x. Alors, on trouve cette forme ici. Et puisque f est bijective, donc il existe un z tel que z est égal à f de moins x. C'est-à-dire que si on veut mettre ici un f, f de z, c'est f de moins x. Et f de moins x, c'est moins x. C'est-à-dire que f de z, c'est f de moins x. Et f de moins x, c'est z. C'est-à-dire que ici, f de x, elle est égale à x. Et f de x, elle est égale à moins f de moins x.
D'où, donc, f de moins x, elle est égale à moins f de x. Et par conséquent, f de moins x, elle est égale à moins f de x. D'où, conclusion, donc f elle est bijective, f de moins x est égal à moins f de x, et f de 0, elle est égale à 0. Donc, montrer que f préserve le signe, c'est-à-dire x positif reste f de x positif, x négatif, f de x il est négatif. Donc, supposons que x il est positif. Donc, x au carré, automatiquement, il est positif. Et puisque f il est injectif, donc f de x carré, il est supérieur à f de 0. Donc, c'est-à-dire on va entrer le f et ici le f. Et f de 0, on vient de voir qu'il est égal à 0. C'est-à-dire que f de x carré, elle est strictement supérieure à 0. Et puisque f de x au carré, elle est égale à f de x le tout au carré, il s'ensuit que ceci il est positif, c'est-à-dire que f de x il est positif. De la même manière, si x il est négatif, alors f de x il est égal à moins f de moins x, qu'on vient de voir ici. Donc ceci implique que f de moins x il est positif. Donc si x il est négatif, alors f de moins x il est positif. Donc f elle préserve le signe, c'est-à-dire si x il est positif, alors f de x il est positif. Et si x il est négatif, alors f de x il est négatif, parce que cette écriture ici, ça entraîne f de x il est négatif. Donc la question 3 montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, alors f de x moins f de x est égal à moins x moins f de x. Donc on sait que f il est bijectif. F de moins x est égal à moins f de x. F de 0 est égal à 0. Et que f préserve le signe. Donc, on va prendre cette équation ici, on va poser x égale à 0. Donc, on va trouver cette expression ici. C'est-à-dire que f de y est égal à y. Donc, on va prendre un z positif, puisqu'on parle de x positif, tel que f de moins z est égal à moins f de z. Donc, on va faire entrer le f. Donc, f de moins z, elle est égale à f de moins f de z. Et ça est égal à moins z. Donc, si on remplace z par x moins f de x, alors on aura donc, puisque f de moins f de z est égal à moins z, c'est-à-dire on va remplacer le z par cette expression ici. Donc, on aura cette expression ici. Et puisque ça, elle est égale à ça, car f de moins x est égal à moins f de x, alors ceci, il est égal à ceci. Donc, puisque f de y, elle est égal à y, c'est-à-dire que ça, il est égal à ça. Conclusion, f de x moins f de x est égal à moins x moins f de x. La dernière question, on dit que pour tout x appartenant à R, alors f de x est égal à x. Donc on a cette équation ici qu'on vient de trouver. On va poser y, elle est égale à x moins f de x. Donc on aura donc f de y, elle est égale à moins y. Et comme f de moins y est égal à moins f de y d'après ce qui précède, alors on aura moins f de moins y est égal à moins y, c'est-à-dire que f de y, elle est égale à y. Donc par conséquent, f de x, elle est égal à x pour tout x appartenant à R.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.